Imperceptiblement, la matrice, égrégore alimentée des projections des pensées humaines les plus sombres, distille un goutte à goutte lancinant dans les canaux de notre Internet. Elle a trouvé là l'outil parfait de son règne planétaire, de sa gouvernance. Non que cet outil fût en soi une mauvaise chose, mais il a cette capacité de répondre aussitôt aux attentes et aux appétits les plus exacerbés de chacun. Il est l'amplificateur du meilleur comme du pire, avec cette capacité d'interférer activement avec nos émotions, de les orienter, de les rendre perméables à une forme d'excitation cérébrale foncièrement passive. Nous sommes alors, sans même nous en apercevoir, des proies malléables, vulnérables, modelables à loisir, amenés à croire que nous choisissons d'aller où nous allons, d'accepter ce que nous acceptons. D'un boulevard qu'est la matrice, elle se fragmente, via nos réseaux sociaux, en de multiples avenues qui elles-mêmes se divisent en de plus petits chemins, tous finissant par plonger leurs radicelles les plus infimes dans l'interface individualisée de nos maisons, de nos écrans, pour ne pas dire de nos âmes. Et nos âmes, à leur tour, friandes des contenus qu'elles plébiscitent, viennent alimenter des algorithmes, qui sont autant d'amplificateurs, de nouveaux boulevards, qui sont hélas si peu porteurs de notre élévation. Cet Internet, finalement, n'est rien d'autre qu'un miroir grossissant tendu à notre ego et faisant de celui-ci la référence unique pour lui-même. Il éteint un à un les crépitements lumineux de notre intuition pour leur substituer la lumière indirecte, la lumière détournée d'un monde artificiel qui n'existe pas par lui-même et qui, pour exister cependant, a besoin que nous lui abandonnions nos forces vives. Cet Internet en devient ainsi le plus sûr canal pour abaisser nos énergies de conscience, pour syntoniser la teneur de nos pensées à un paradigme qui lui est présenté comme la représentation exhaustive et authentique du réel. Le stratagème est parfait lorsque cet Internet, objet de toute notre attention, nous laisse confondre l'excitation ressentie à son usage avec une force qui serait la nôtre. Cette force est certes celle qui nous fut confiée, mais nous avons cessé d'en faire notre bien le plus précieux. Nous avons consenti pour quelques miettes d'évasion, de rêve et de plaisir au vampirisme énergétique qu'exerce sur nous ce système d'information, de conditionnement, de programmation, de récompense éphémère. Remarquons cependant que ce simple outil qui a étendu ses ramifications sur la planète entière porte une majuscule, une éminente majuscule qui semble placer cet outil bien au-dessus d'un simple moyen. Insidieusement, sous l'éminent prétexte de notre bien-être, de notre sécurité, la matrice instille dans notre quotidien non une prétendue information sur le réel, mais la peur, la convoitise, la suspicion, le manque, tout autant que la solution compulsive au comblement de ce manque. Elle a cartographié le monde de la matière, elle a scanné nos cerveaux fébriles et malléables. Elle en connaît toutes les aspérités, les chausse-trapes, les failles, les points de rupture. Elle sait, dans l'instantanéité, que notre consentement lui est déjà acquis, car elle n'est au fond que la projection tyrannique et fantomatique de notre propre esprit sacrifié. Elle est le reflet de notre intellect récoltant en boomerang le salaire de ses projections et, comment ne pas le voir, de sa présomption. Elle est, ni plus ni moins, ce que nous avons fait de nous-mêmes, cultivant l'ignorance des lois premières de l'existence, des lois divines.
Ne cherchez pas tant du côté des élites ou du diable pour connaître la nature véritable de la matrice. Ne songez pas à faire seulement porter le chapeau aux contrôleurs du monde qui, dans l'ombre, tirent les ficelles des marionnettes et actionnent les leviers de la guerre comme de la paix. Ne vous posez pas en victime. Considérez seulement ce que nous sommes devenus à l'avenant de ce que nous fûmes siècle après siècle, incarnation après incarnation, épaississant sans cesse la trame où nos vies terrestres successives se sont empêtrées et engourdies. Nous avons inlassablement semé des graines dont le cœur corrompu se révèle à présent en une récolte amère, que nos vies connectées charrient tel un torrent de boue. Notre Internet ne fait ainsi que raconter notre histoire sans que, le plus souvent, nous ne soyons conscients de sa laideur absolue. Nous nous sommes habitués, à grand renfort de plaisirs compensatoires et palliatifs, à considérer comme la normalité cette ère du temps absolument délabré. Invisible à nos yeux de chair, car faite d'une autre densité d'énergie, cette matrice est bien opérante, cependant là, tout près, dans les coulisses de la matière dense, à travers les formes pensées qui l'ont constituée et dont nous nous sommes faits les esclaves volontaires. Nous sommes les auteurs de cette matrice. C'est bien là la triste vérité. Et chacune de nos pensées qui interfèrent avec elle la nourrit chaque jour un peu plus, nous séparant mécaniquement de la lumière glorieuse du divin qui a créé toute chose. Nous préférons nous débattre dans cette matrice. Nous y déployons quotidiennement des trésors de pragmatisme, d'ingénierie, de colmatage de la matière avec les outils de la matière. Nos dernières forces, cependant, s'y épuisent, ne recevant plus la guidance des mondes supérieurs. En notre intériorité, pourtant, devenue invisible et chétive, se tient la part originelle de nous-mêmes, l'étincelle qui nous fut donnée par le Créateur. En certains d'entre nous, cette part est déjà morte, éteinte, sans espoir de retour, sacrifiée à l'intellect qui gouverne nos vies. Combien d'êtres humains pourront encore faire exploser le cadre? Combien trouveront le passage secret qui nous fait entrer en nous-mêmes, dans cette zone de silence et de recueillement par laquelle seulement nous pouvons encore espérer renaître à notre véritable essence, renaître à la lumière par laquelle nous fûmes créés? Massivement, nous préférons rester dans ce cadre absolument délétère, mais connu. Habilement maintenu dans son système de croyances, nous nous évertuons à produire toujours davantage, à viser l'incontournable et sacro-sainte croissance, que ce soit celle de nos pensées désalignées ou bien celle des biens matériels auxquels nous avons subordonné la question du bonheur. Elle nous enjoint à consommer, à faire de cette consommation le premier sens à notre vie. Dussions-nous nous endetter si besoin, dussions-nous nous esclavagiser dans l'espoir peut-être un jour d'épouser les standards d'une réussite improbable dont elle projette devant nous le modèle exclusivement matériel. La matrice établit le cadre restreint de nos existences, de plus en plus restreint, de plus en plus centré sur les contraintes de la densité et sur les excitations que celle-ci s'évertue à faire naître, faisant que jamais nous ne songions à nous en libérer, préférant le plaisir à la joie, l'excitation au bonheur véritable. Se conformer, obéir, satisfaire au QR code, à la plénitude matérielle des services, sacrifier aux obligations liberticides, stocker les données de notre vie dans des coffres-forts numériques. Tout ceci d'autant plus volontiers que la matrice qui vous aliène est en même temps celle qui, en un pacte tacite, pourvoit à la satisfaction de nos désirs les plus bas.
entrant dans nos vies, entrant dans nos lits, dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos cabinets médicaux. Elle ouvre, elle couvre nos existences d'un lourd voile qui rendra pour longtemps la lumière divine invisible. Elle endort notre discernement, tout comme notre prédisposition naturelle à la joie, à l'espièglerie, à la candeur, à la beauté. Elle fait de nos communautés humaines des foyers de dissension, mettant en exergue nos oppositions plutôt que nos complémentarités, dressant nos égaux les uns contre les autres, faisant de nos vies des forteresses menaçantes et menacées. Elle excelle dans l'instrumentalisation des minorités vociférantes comme des majorités arrogantes. La matrice, elle aura tout prévu pour la régulation et le contrôle de ces dualités indépassables et continuellement entretenues. Elle aura dans son jeu toutes les cartes, all inclusive, y compris celle de la solution finale, du chaos, de la guerre, de l'injection, de l'euthanasie, de la destruction, de la remise à zéro. Mais qu'importe, la couverture du magazine sera, elle, toujours impeccable, promouvant les valeurs de l'inclusivité, de la démocratie et de tant d'autres hochets agités devant nos consciences puériles. Avec une volonté farouche d'entraîner le maximum de nos semblables dans le désespoir, puis dans la mort spirituelle, la matrice commence toujours par nous couper de la capacité à écouter notre corps et ses besoins naturels, stipulant qu'en lieu et place de notre prétendue ignorance, il y a des experts, des sachants, des chercheurs, des prescripteurs, des conseillers avisés. Au-dessus de nos petites vies ignorantes se tiennent des universités, des académies, des officines, des ordres, des instances nationales et mondiales. À eux, la santé du monde comme celle de la planète, fossoyeurs déguisés en apôtres de la transition, du développement durable, de la prétendue démarche qualité qui accompagne la déshumanisation de nos entreprises, etc. À eux le ministère terrestre de la vérité, du comportement vertueux, démocratique, écologique, du greenwashing insolent qui rendra acceptable et indolore le plan génocidaire et destructeur qu'ils promeuvent, et auquel notre propre intellect donne son consentement. Fort, croient-ils, du pouvoir de leur maître, ceux-là nous dicteront notre conduite, nos comportements, nos choix, non pas le plus souvent par la force, mais par l'œuvre silencieuse et sous-jacente de la peur. Sans la peur et sans les plaisirs afférents déposés sur notre route pour l'apaiser, cette matrice se dégonflerait comme une baudruche ridicule. Chacune de nos pensées la fait exister, lui donne de la force. La force du tyran, quel qu'il soit, est proportionnelle à la disposition intérieure de la conscience collective à l'accepter et par là même à l'engendrer. Alors, tandis que, réellement, les rivières se meurent, que nos océans, nos terres, nos forêts ne sont qu'un vulgaire champ d'exploitation, de spéculation, de profit, bientôt, à l'image de ce que nous faisons subir à la nature, seule la mort rôdera comme l'horizon indépassable de nos pensées et par conséquent de nos âmes. Elle sera l'état premier et final de notre être rééduqué, de notre mental conditionné en lequel nous fûmes convaincus que notre existence se tient et doit se tenir tout entière. Nous avons élevé nous-mêmes les murs de notre prison, perdant notre liaison originelle avec les espaces infinis et lumineux qui l'entourent. Et cette matrice autoproduite nous ferait donc croire aujourd'hui qu'elle œuvre pour la préservation de la vie, pour le soin qu'elle prétend lui apporter sur la planète et jusqu'à l'intérieur de nos corps physiques. Quelle imposture! Il est sur notre terre des enfants à naître dont on interrompt volontairement la vie au nom d'un droit supérieur à disposer de notre corps.
Il est des adultes à bout de course qui choisissent de mourir ou qu'on amène doucement sur ce chemin, mettant à leur disposition l'outil juridique et l'acte létal qui soulagera notre société pragmatique d'un poids mort, coûteux et inutile. Qu'on entoura cela d'un cadre émotionnel sirupeux, d'un décorum de la bonne conscience humaniste, ne change rien à la chose. L'esprit de Soleil Vert est à l'œuvre, non comme dystopie, mais comme le scénario prémonitoire que notre époque réalise sous nos yeux endormis. Pour que cela fonctionne et soit possible, il faut que, sur cette même planète, au même moment, des mantras hypnotiques que jadis concoctés dans les premières officines du New Age invitassent l'être humain à kiffer sa life, à jouir sans entrave, à brûler la vie par les deux bouts, au motif qu'on n'en a qu'une. Et s'il ne peut le faire seul, des médicaments l'y aideront, ainsi que bien d'autres possibilités infiniment supérieures en puissance d'attraction que le simple arsenal d'un droit terrestre corrompu. Ainsi, un homme d'âge mûr, sans aucune limitation morale, se donne-t-il la possibilité de consommer sexuellement des enfants, que ce fût par les réseaux les plus darks de l'industrie pornographique, que ce fût par le tourisme de masse en certaines destinations dédiées, que ce fût par la vente en ligne de poupées sexuelles enfantines plus vraies que nature, que ce fût enfin par le passage à l'acte dans le secret des familles ou dans l'abjection de certaines loges dédiées à ces pratiques. Les femmes, elles auront la vie courte en tant que femmes, vieillissantes, ménopausées. Elles ne seront plus regardées, plus désirables, plus des femmes à proprement parler. Elles ne seront plus que l'apparence flétrie et dévalorisée de leur jeunesse, qui seule en fixait le prix. Elles chercheront par tous les moyens, y compris par ceux de la chirurgie, à prolonger artificiellement cet état qui les rende encore et à nouveau désirables. Elles oscilleront cependant entre ce paradigme sexualisant et les tentations du néo-féminisme, faisant de la haine des hommes la violente contrepartie à ce qu'elles sont elles-mêmes devenues. Nos anciens, quant à eux, aigris, hagards, désorientés et non plus sages comme en certaines civilisations révolues, seront des rebuts parqués dans les maisons de retraite, tandis que de gourmands actionnaires veilleront à réduire les coûts associés à leur survie afin que la rentabilité de la silver economy soit garantie par une croissance à 2 chiffres. Des plaquettes marketing vendront auprès des familles ce naufrage de la vieillesse déguisée en paradis, faisant de l'EHPAD un lieu d'accueil chaleureux régi lui aussi par des standards qualité exigeants. Les enfants, eux, apprendront dès l'école primaire ce qu'est une fellation, une sodomie, un consentement. Et bien entendu, il leur sera enseigné le droit inaliénable au plaisir que la découverte de leur propre corps leur fera éprouver. Ce viol psychique de la conscience enfantine sera bien sûr estampillé du tampon légal et rassurant de l'éducation nationale, l'État ne pouvant par définition vouloir le mal de nos enfants. Ce sera là l'une des voies les plus perverses et insidieuses du progressisme ambiant, faisant du viol psychique de nos enfants le prétendu moyen de leur protection. Les femmes choisiront des hommes déconstruits, émasculés par le sacro-saint et laïque combat contre les stéréotypes de genre et contre les incidences toxiques du patriarcat. La femme, à l'égal revendiqué de l'homme, sera l'esclave d'une charge mentale qui, cependant, lui rendra préférable et prioritaire son plan de carrière, plutôt que sa capacité naturelle à enfanter ou à réaliser tout autre accomplissement directement lié à sa féminité. Est-ce bien là la vie authentique ? Celle dont notre Occident a redessiné les contours, ou bien est-ce seulement sa caricature, sa négation, sa destruction institutionnelle et programmée ?
regardons nos écrans et ce que nos TikTok, Facebook et autres pourvoyeurs de contenu y déversent. Sous les mirages hypnotiques de l'IA et de notre scrolling quotidien, c'est bien au contraire la mort qui nous est administrée. Oh, non pas brutalement, certes, mais avec une parcimonie généreuse qui nous gratifie d'un contentement perpétuellement assoiffé de lui-même, d'une satisfaction si éphémère qu'elle ne peut que consommer toujours davantage de cette nourriture addictive qui lui sert de fenêtre sur le monde. Ainsi, notre maître, l'intellect, a-t-il partout établi son empire, en nous et autour de nous, verrouillant et réduisant le réel à sa plus dense expression. La mort, elle sera, en effet, avec toute son aura de ténèbres, la déesse de nos écrans, de nos magazines, de nos idéologies, des battements de notre cœur. Nous l'aurons rendue maîtresse de nos consciences, nous l'aurons invitée dans nos propres maisons en acceptant qu'elle disposât de nous à sa guise. Mais, ce faisant, nous aurons choisi d'ignorer son vrai visage, de ne voir uniquement tantôt sa séduction, tantôt ses dessous affriolants, tantôt encore ses postures effrayantes qui nous inciteront à nous en prémunir par de bien sombres hypnoses, par des solutions déjà prêtes, déjà là, déjà câblées pour nos neurones réceptifs. Nous aurons perdu le chemin, perdu la joie, perdu le ciel lumineux en chacune de nos pensées. Lorsque la beauté première de l'instant présent aura été totalement recouverte par le vacarme incessant, par l'obscénité et par la fausseté du monde, alors nous serons prêts, frères humains, pour l'étape ultime de notre déshumanisation, de notre insémination par des gamètes, par ces gamètes artificielles que nos écrans, à toute heure déjà, nous délivrent. Ces semences de l'ombre que nous prenons peu à peu pour la normalité, pour la vérité, ne les voyez-vous pas qui fécondent nos pensées, nos craintes, nos désirs, s'introduisant en eux comme autant de poisons qui pourraient définitivement nous détruire. Nos médias, qui étaient de longue date déjà les opérateurs serviles d'un conditionnement de masse, ont à présent décuplé leurs forces. Ou plutôt, non, ce n'est pas exact, c'est l'humanité qui a totalement baissé sa garde, perdu de sa force, de son ancrage, de sa dignité. Peu à peu, à la faveur de notre complaisance, les médias, qui ne sont qu'un miroir, ont amorcé la suite du plan, sachant combien il n'est même plus nécessaire d'en passer par l'investigation, ni même par l'intelligence discursive d'un texte structuré, d'une argumentation. Un gros titre, une simple assertion laconique est préférable et suffisante, surtout si elle est assortie d'une introduction telle que « selon une étude, selon les experts ». Sera-ce donc cela, l'homme augmenté, le rêve transhumaniste duquel ce modèle nous rapproche par touches successives? Nous voici par exemple dépossédés du sens élémentaire de notre propre santé, de la capacité à savoir comment nous nourrir pour peu que nous soyons encore attentifs aux perceptions de notre corps. Nous voici incapables de surmonter une simple affection ORL, sans que nous courions chez notre médecin dans l'attente d'une médication chimique. Survivrions-nous plus d'une semaine si d'aventure notre monde moderne s'éteignait sous une simple panne d'électricité planétaire qui rendrait inopérant l'intégralité de nos systèmes d'énergie, de communication, de paiement, d'assistance, de transport, de production alimentaire, d'usinage? Ne sommes-nous pas spirituellement et énergétiquement semblables à des mollusques qu'un impressionnant exosquelette fait artificiellement tenir debout? Nous voici finalement si faibles dans la connaissance de nous-mêmes, si dépendants des structures exogènes, et si impuissants dans l'écoute des mondes subtils, que la moindre tempête nous met déjà à terre, faisant de nous des sujets fragiles et désignés pour les anxiolytiques, les tranquillisants,
les antidépresseurs, les neuroleptiques, les somnifères, les régulateurs de l'humeur, les opiacés, et tant d'autres poisons dont la médecine s'enorgueillit. La médecine est ainsi devenue une hydre dont la pharmacologie constitue le corps obèse et difforme. La croix verte à chaque coin de nos rues est un bien triste symbole auquel pourtant une large majorité s'accroche comme un pendu à sa corde. Toute mesure a été perdue en ce domaine, et bien à dessein, car bien entendu il ne s'agit pas pour nos instances sanitaires de guérir, mais bien davantage de gérer profitablement la maladie comme une solution infiniment confortable de maintenir les populations dans un état de faiblesse et de dépendance, pour ne pas dire de contrôle. Pour les plus enclins à vouloir vivre l'amour, la matrice, extrêmement avisée et inventive en ce domaine, saura le plus souvent trouver la faille qui nous détournera à coup sûr de la dimension sacrée d'une relation amoureuse. Elle saura très exactement sur quelle corde appuyer pour orienter la fougue des pulsions, des appétits les plus primaires, plutôt que la pureté du cœur qui constituera en regard de cela une fadaise puérile dévolue à des temps qui n'ont plus cours. Un monde sera subrepticement déployé comme celui de la normalité, voire de l'audace, en lequel aucune limite ne sera assignée à nos conduites, à nos désirs, dans la mesure où tout modèle plus noble et plus élevé aura été purement et simplement retiré de nos consciences, lesquelles seront seulement préoccupées de leur bien-être individuel et de leur plaisir immédiat. Alors, pensez-vous que ces mots soient une fable? Pensez-vous que cette description de notre époque soit quelque peu exagérée? Pensez-vous enfin qu'il soit préférable de rester sagement dans ce paradigme que tant d'humains ont l'illusion de faire évoluer de l'intérieur? En référence au célèbre film Matrix, nous choisirions finalement d'écarter l'inconfortable pilule rouge au profit de la bleue? Il y a bien des êtres humains qui ne veulent surtout pas ouvrir leurs paupières devenues trop lourdes, au risque de voir s'effondrer tout l'édifice de leurs croyances. Ce serait alors non seulement le mensonge institué des instances de pouvoir terrestre qui les éclabousserait et ferait tomber d'un seul coup l'ensemble des béquilles, mais plus encore, ce serait leur conscience qui s'ouvrirait avec effroi devant ce que nous avons fait de notre humanité comme de nous-mêmes. Cela est pour beaucoup d'entre nous insupportable. Non seulement notre adhésion aux structures politiques et sociales s'effondre au moment de cet éveil, mais plus encore, nous voyons alors en nous l'exact pendant intérieur de cet effondrement extérieur. Nous nous sommes construits dans et par le mensonge du monde, et ce mensonge lui-même semble nous avoir constitués. Un chemin de solitude commence alors, sans support, sans béquille. Un chemin nécessaire et souvent difficile vers la partie manquante de notre être, celle qui n'a pas été nourrie ni développée et qui pourrait se mettre à regarder, non sans nostalgie, du côté de son origine céleste. Souvent prise d'un insurmontable désespoir d'être à ce point passée à côté de la vie véritable, à côté de la vérité comme de la beauté qui semble désormais quasiment inaccessible. Nous avons tous vu ces images de la maigreur physique extrême. Quel fut le résultat de la famine, de l'anorexie ou de périodes cruelles dont notre histoire a le secret? Ouvrir les yeux, sortir de l'hypnose, de la paresse d'esprit, reviendrait à prendre violemment conscience d'un pareil état de maigreur. Non pour le coup de notre corps physique, mais de notre âme qui aura, par tous les moyens, choisi de s'aveugler et de se draper dans les voiles de l'oubli. Elle aura délégué à d'autres le choix de ce qui est bon pour son évolution. Elle aura délibérément pris tous les chemins descendants qui l'ont, depuis des millénaires, coupé des mondes de lumière, de ces mondes qui devaient ne jamais cesser de nous guider, d'orienter notre action dans la matière.
Ce renforcement intentionnel des publications sombres sur Internet n'est cependant pas dénué d'intérêt. Dans la continuité de l'expérience planétaire qui a consisté, voici quelques années, à injecter la population mondiale, cette nouvelle tentative, parmi d'autres, vise clairement à couper encore davantage les êtres humains de leur plan d'origine et à rendre par conséquent impossible leur futur retour en tant qu'êtres accomplis vers la maison du Père. Il nous appartient de le voir, de le dire et surtout de travailler inlassablement en nous-mêmes afin de dénouer les inextricables liens que nous avons tissés et entretenus avec cette matrice. Nous avons si peu compris le fonctionnement de nos pensées et des égrégores puissants que celles-ci sont capables de produire. Nous nous sommes victimisés, nous croyant les jouets du système, si ce n'est de Lucifer lui-même. Si tentateur il y eut, nous seuls avons dévolu la puissance créatrice de nos pensées au service de cette voie corrompue. La corruption extérieure n'est et ne fut toujours que la sécrétion de notre propre corruption intérieure. C'est là finalement notre œuvre, émaillée de cruauté, de violence, de peur et de chaos. En sortir est une dernière fois possible, avant que la lumière, cette fois, ne renvoie à la décomposition ce qui n'œuvre pas à sa grandeur, à sa beauté, comme à la joie inhérente qui consiste à servir notre Créateur. Il est une caractéristique inhérente au jugement, à cette fin de grand cycle dans laquelle nous nous trouvons, pour pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie, en nous comme autour de nous. Il faut que tout ce à quoi nous avons donné vie par nos pensées les plus désalignées se montre dans toute sa réalité, dans toute sa laideur, tel un fruit nauséabond arrivé à pleine maturité. Alors seulement, ce fruit indésirable sera vu avec effroi comme le résultat de nos propres semailles, de nos propres entrailles. Si nous ne le voyons pas, si nous ne voulons pas le voir, préférant demeurer dans la moiteur grise du monde délétère que nous avons créé, le noyau spirituel de notre être risque bien lui-même d'être entraîné du mauvais côté de l'inévitable séparation qui est en cours, et par conséquent d'être emporté dans la destruction. Là est la guerre spirituelle qui se joue à présent, non comme un théâtre extérieur d'où nous serions les spectateurs passifs, mais comme un champ de turbulence qui agite les régions les plus cachées et les plus profondes de nos intériorités. Prendre soin de nos pensées est la première chose que nous pouvons faire afin d'accueillir en nous, chaque jour, un peu plus de la lumière divine, de cette lumière qui irrigue la création tout entière. C'est là le premier pas, la première marche pour nous extraire de la pesante matière où tout naturellement notre seul intellect a élu domicile. Le temps est venu de nous souvenir que cet intellect dont nous avons fait le maître n'est en réalité qu'un outil au service de notre temps terrestre. La vérité vient de plus haut. Une indéfectible nostalgie demeure en nous, si toutefois nous ne l'avons pas complètement éteinte. En elle se trouve l'appel, le chemin, la reconnexion à la beauté, à la joie, à l'accomplissement dans un alignement harmonieux aux lois divines. Abdrushine, dans le message du Graal, nous exhorta à entendre cet appel, à considérer avec gravité que c'est à présent le dernier de tous à l'horloge cosmique de cette partie de l'univers. Il n'est plus temps d'attendre, de procrastiner. C'est le moment, c'est maintenant.